La pub m'a appris quelque chose. C'est un métier de service, la pub. Et donc, j'ai appris à me mettre au service des gens. Et donc, la façon dont je me positionne, c'est que ce que je fabrique, je le fais au service des marques ou au service de la vision. Par exemple, chez Cartier, je travaillais au service de la vision de mon président. J'y mettais des ingrédients qui étaient les miens et j'avais ma façon de le faire. Bonjour à tous et bienvenue dans Skills. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une architecte de l'image, une stratège créative, Emmanuelle Guillon. Elle a piloté la communication de 2 maisons mythiques, Louis Vuitton et Cartier. Pendant 8 ans, Cartier et pendant 5 ans, Louis Vuitton. Mais ce qui m'intéresse, c'est peut-être moins les campagnes que les coulisses, les tensions, les choix qu'elle a fait. Alors, bonjour Emmanuelle, et comment vas-tu ? Bonjour Nadia. Déjà, merci de me recevoir. Ça me fait très plaisir d'avoir cette opportunité d'échanger avec toi. Comment je vais ? Écoute, très bien, chaudement, puisque aujourd'hui, c'est canicule. On enregistre fin juin, il fait plus de 30, mais heureusement, on a la clim en studio. Emmanuelle, si je te débarrasse de tous les logos et de tous les titres, donc en parlant de logos, on fait un coucou à Urgo Tloupaz qui a parrainé, qui a recommandé Emmanuelle, et j'étais ravie je suis vraiment ravie que tu sois là, honorée même. Quelle est la valeur non négociable qui guide ton travail ? La valeur non négociable, la sincérité. Alors, en fait, c'est très compliqué de parler de sincérité parce que les gens vont pas sincères et disent pas qu'ils sont pas sincères. Donc, oui. Mais la sincérité au sens où j'essaye d'être en accord avec moi-même, d'être en accord avec ce que, à travers mon travail, à travers les marques, à travers les communications que je développe, de traduire des valeurs qui me sont chères, de traduire des idées qui me sont chères. La communication, c'est quand même un endroit où on parle à beaucoup de gens. Donc, on a la possibilité de raconter des trucs chouettes ou des trucs moins chouettes, des trucs intéressants ou moins intéressants, etc. Alors après, tout ça aussi a sa part de subjectivité, évidemment. Mais voilà, j'essaye d'être sincère au sens d'être alignée avec qui je suis et avec ce qui est important pour moi. Alors, évidemment, je travaille au service de marque, donc c'est pas comme si j'écrivais un roman. Mais je fais en sorte d'y mettre mes tripes aussi dans ce que je vais piocher, dans ce que je vais mettre en scène. Et comment tu fais justement, parce que quand on travaille pour des marques qui ont une culture aussi forte, comment on fait pour aligner ces valeurs, ce qui est important pour soi, par rapport aux valeurs de l'entreprise pour laquelle on travaille, en restant loyal aux deux ? Je trouve qu'il y a des décisions et des choix à faire qui ne peuvent pas souvent être faciles, non ? Évidemment, et le monde n'est pas une illusion, donc il y a toujours des moments où on n'est pas toujours en accord avec tout. Ce qui est intéressant quand même, c'est quand on vit dans un collectif, ce qui est le cas d'une entreprise, c'est de voir aussi ce que, en tant qu'individu dans un collectif, on peut influencer, impulser, quel pouvoir d'influence on peut avoir sur les choses. À plusieurs reprises, ça m'est arrivé de voir des gens sur des choses très concrètes, parce qu'ils n'étaient pas personnellement en accord, refuser de faire quelque chose, par exemple, ça existe. C'est une liberté individuelle. Tout à fait. Tu avais tes 3 valeurs fondamentales, c'est lesquelles ? Personnelles, indépendamment de l'entreprise pour laquelle tu travailles. Qu'est-ce qui dicte vraiment ? Alors, j'ai envie de te dire, parce que j'écoute souvent Léa Salamé, donc j'ai envie de te dire liberté, égalité, fraternité. D'accord. C'est un peu facile, mais il faut quand même reconnaître que ça résume quand même pas mal de choses. Je trouve que c'est une belle équation. Ouais, je veux m'en tenir là. Je trouve que ça sonne assez bien. C'est un bon claim publicitaire. Tu dis que tu es une architecte de marque. Concrètement, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'il y a une méthode Emmanuelle Guillon ? Carrément. J'aimerais bien la connaître, parce que j'imagine que c'est ceux qui ont travaillé avec toi qui te connaissent. Oui, alors peut-être les autres pourraient en parler mieux que moi. Qu'est-ce qu'ils pourraient dire de ta méthode ? Alors j'espère qu'ils diraient que je suis une architecte, parce que ce que je m'emploie à faire, c'est mettre du sens dans ce qui est la forme. En fait, le monde, en général, les gens ont tendance à penser qu'il y a cerveau gauche, cerveau droit. Oui. Et que le monde se divise en deux, et qu'il y a les gens qui sont cartésiens et ceux qui sont créatifs, etc., etc. Et en fait, je pense que c'est une grosse idée reçue erronée. Okay. Je pense d'abord que... Alors, il y a des aptitudes comme à peu près dans tous les domaines, dans le sport, etc. Donc, il y a des gens qui ont plus de facilité. Plus de facilité
pour des tas de raisons, et surtout des gens qui ont plus d'appétence. Et après, je pense que en fait, la création a une part, et je trouve que l'architecture, de ce point de vue-là, est un très bon exemple, parce qu'il y a une part qui est très structurée, qui est très ingénieure, qui est très organisée, qui est très, on va dire, du côté du monde cartésien. Et de l'autre, il y a une part esthétique, il y a une part créative, d'inspiration, qui, elle, fait plutôt appel à une ambition créative. Et donc, je trouve que ça résume assez bien les choses. Et puis après, c'est aussi l'idée que voilà, la communication des maisons, c'est pas de la décoration. Oui. Et donc, c'est pas juste un joli paquet cadeau qui vient emballer un produit. Voilà, c'est toujours à dessein commercial. Mais que, voilà, on cherche à raconter quelque chose et à nouveau à construire une relation avec ses clients, avec son image. Et c'est ça qui m'intéresse. Je dis pas que c'est la seule façon de le faire, mais c'est ma façon de le faire. Est-ce que la partie qui est plutôt analytique et qui rassure, serait pas la partie qui rassure, et la partie qui serait un peu plus créative, c'est la partie qui apporterait la liberté? Est-ce qu'on pourrait le voir comme ça? À nouveau, le voir comme ça, quelque part, ça induit presque un jugement de valeur entre ce qui est positif et ce qui ne l'est pas. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que les deux sont positifs. Les deux apportent des vertus qui sont différentes. Et justement, je m'évertue à essayer de mettre dans mon travail une part de rationalité. Voilà, cette maison a telle histoire, une marque, c'est comme un individu. Hein. Et donc ça, il y a une part quand même analytique. Et puis après, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'intuition. Et souvent, d'ailleurs, mon fonctionnement, c'est de d'abord chercher mes intuitions et après d'aller chercher avec de la rationalité les justifications ou les post-rationalisations de mes intuitions. Quand tu es par exemple une marque comme Louis Vuitton qui a un héritage, qui a une histoire, d'aller puiser sur ce qui existe déjà, est-ce que c'est la partie rationnelle analytique et la partie créative, c'est la partie innovation, ce que tu vas apporter de toi? Ou dis-moi si j'essaie juste de poser la question pour comprendre. En fait, c'est pas tout à fait comme ça que les choses se répartissent, je pense. C'est-à-dire que la partie créative, c'est quand même la partie inventée. Parce qu'à un moment, les maisons de luxe, en général, elles ont 200 ans, c'est l'âge moyen. Enfin, les grandes maisons de luxe. Et donc, une maison qui a 200 ans a, par définition, beaucoup d'histoire. Et la question, c'est comment pas oublier, c'est tout le temps la même question. Comment pas oublier d'où on vient, tout en inventant demain. Donc, qu'est-ce qu'on garde du passé? Qu'est-ce qu'on réinvente? Qu'est-ce qu'on réinterprète? Qu'est-ce qu'on redessine? Sans jamais oublier d'où on vient. Enfin, c'est toujours ce jeu. C'est ce que d'ailleurs, nous, en tant que clients de produits de luxe, c'est ce qu'on cherche. C'est un lien au temps, le luxe, tout le temps. Tu as débuté en agence, TBWA, Publicis Luxe. Qu'est-ce que le regard pub t'a donné de plus qu'un parcours 100% maison? La curiosité. Enfin, je pense que c'est une appétence naturelle, on va dire, ou une caractéristique naturelle qui m'a fait aller vers la pub et qui est effectivement un métier qui encourage et développe la curiosité. La grosse différence, c'est que dans une agence de pub, on travaille sur plein de problématiques différentes, sur plein de maisons différentes, sur plein de sujets différents. Et en fait, quand on vend des produits, on s'intéresse à la vie des gens. On vend des produits à des gens pour faire quelque chose. Donc, quand on passe des télécommunications à des... J'ai bossé dans très très longtemps pour les jeux de grattage de la Française des Jeux. C'est pas du tout les mêmes ressorts de l'humain qu'on va chercher. Donc voilà, ça permet de se poser plein de questions sur comment sont les gens. Et c'est ça qui nourrit finalement ta créativité. Le fait de s'intéresser à divers sujets, des entreprises différentes, des marques différentes, fait que ça nourrit aussi ta créativité que tu peux retrouver plus tard? Je pense oui, parce que la créativité, c'est un travail de collecte quelque part d'informations et par un processus que je ne sais pas expliquer, le cerveau restitue. C'est comme si on allait faire des courses, on prend plein d'ingrédients et puis des années plus tard, on ne sait pas pourquoi, une image qu'on a vue, une idée qu'on a lue dans un bouquin ressort. C'est ce fameux « j'ai trouvé cette idée sous ma douche ». Et voilà, donc on engrange des informations que notre cerveau traite pendant nos douches et pendant nos nuits. D'où l'idée, tout à fait. Donc inconsciemment, en fait, on nourrit finalement notre inconscient et puis finalement, un jour, il se conscientise et on a cette belle idée. Oui, et puis la créativité, quelque part, c'est un process de digestion. Donc, ou c'est un process digéré. Donc, il faut ingérer des choses pour pouvoir en redigérer. Donc c'est important, et généralement c'est important aussi, c'est là où la curiosité est importante,
c'est que c'est important pour la créativité d'aller chercher en fait de la nourriture loin du bac à sable dans lequel on joue. Et c'est aussi pour ça qu'effectivement c'est intéressant de s'intéresser à plein de problématiques ou de recoins de la vie différents, parce que, je sais pas, en visitant une expo d'architecture, on peut trouver une idée sur comment positionner une montre. Parce que en fait ça sollicite juste le cerveau sur une interrogation, et puis à un moment ça va faire tilt. Je sais pas si c'est. Oui, c'est très clair. Non, c'est très clair. Ça ressurgit à un moment. Voilà, exactement. Au moment où on s'y attend pas. Dans les maisons de luxe, on est souvent entre figures très fortes, donc DA, PDG, DG. Comment tu trouves ta place et tu gères comment l'ego des autres? Ah, ça, c'est une merveilleuse question. Les maisons de luxe, oui, c'est des maisons pleines d'ego. Faut pas en avoir. C'est comme ça qu'on le gère. Non, faut pas avoir d'ego. Enfin, je crois pas que ça soit... Tu penses que tu n'en as pas beaucoup? C'est ce qui t'a permis J'espère que oui, parce que sinon, je pense que je suis un cas clinique. Donc, il faut en avoir, évidemment. Oui. Mais enfin, il y a une différence entre avoir de l'ego et le placer à cet endroit. Voilà, il faut pas placer son ego à cet endroit. À vrai dire, je le place pas, moi, en termes d'ego. Je le place en termes de... À nouveau, comme j'essaye de défendre des idées ou des projets qui me plaisent, quand les projets ne conviennent pas ou quand ils n'arrivent pas au bout de leur histoire. Mais il y a quand même une différence qui n'est pas toujours facile à faire, entre qui on est et les projets qu'on fait. Bien sûr. Donc, voilà. Mais dans les maisons, oui, non, les égos, oui, en effet, ils sont dans ce que vous avez cité, et ils sont rarement dans mon métier à moi. Et comment toi, tu t'es placée justement au milieu quand on est directrice de la communication pour des grandes, belles maisons comme celles par lesquelles tu es passée? Comment justement tu te places? Comment tu gères? Comment ça se passe? Je pense que l'intérieur. La pub m'a appris quelque chose. C'est un métier de service, la pub. Et donc, j'ai appris à me mettre au service des gens. Et donc, la façon dont je me positionne, c'est que ce que je fabrique, je le fais au service des marques ou au service de la vision... par exemple, chez Cartier, je travaillais au service de la vision de mon président. J'y mettais des ingrédients qui étaient les miens et j'avais ma façon de le faire, et j'espère bien. Mais c'est pour ça que c'était pas mon ego, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Comme beaucoup de gens, mais peut-être plus que la moyenne, moi j'ai besoin de respecter, d'admirer les gens au service duquel je me place. Okay. Mais ce qui était le cas, j'ai toujours travaillé avec des gens très talentueux. On peut bien imaginer que les gens qui dirigent ces maisons... ont certainement des grandes qualités. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu te sens plus stratège ou plus créative? Et est-ce que tu as dû assumer un de ces deux aspects en t'effaçant parfois dans ton parcours? Oh là là, c'est une très très bonne question. Oui, pour être bref, oui, plein de fois. Et en même temps, je reviens à ta question sur la marque de fabrique. Ma marque de fabrique, c'est d'être les deux. Et je pense et je crois à la puissance des choses qui sont les deux. J'ai grandi dans une agence, ma première agence de pub, qui s'appelait BDDP. C'était une très grande agence de pub. Et la philosophie de cette agence, c'était de faire des choses intelligentes et esthétiquement belles, ou en tout cas respectables, intéressantes visuellement, etc. Et donc, il y avait une forme d'exigence très forte, très puissante. Et donc, voilà, j'ai grandi, on va dire, day one, en sortant de l'école. De Sciences Po. Oui, c'est ça. J'ai grandi directement dans ce bain-là, entourée de gens qui étaient effectivement au quotidien très comme ça, très exigeants sur tout. Alors, en agence, le choix... il y a des créatifs et des gens qui font de la strat. Et ces gens sont posés comme deux mondes complémentaires mais opposés. Ouais. Alors moi, j'y crois un peu. Je crois qu'on peut être les deux, mais je crois que l'un permet l'autre. C'est-à-dire que si on n'est pas très analytique, forcément, ça va développer la créativité. Et si on est très, très créatif, ça baisse le niveau analytique. C'est-à-dire qu'une zone de super talent, elle va forcément s'équilibrer avec une zone de non-talent, et ça se joue entre le côté un peu créatif et même, j'ai envie de dire, le côté business. Parfois, on a les deux. Toi, quand justement avec tes équipes, tu t'entourais, c'était important pour toi d'avoir les deux en face de toi? Que la personne puisse porter ces deux qualités? Alors, pas toutes, parce qu'il y en avait qui étaient que créatifs et ça m'allait très bien par rapport à ce qu'ils pouvaient avoir comme job, et d'autres qui étaient que stratégiques. Structurés, j'ai même envie de te dire, en fait. Mais globalement, la stratégie, c'est pas que de l'analyse. La stratégie, c'est créatif.
Parce que la stratégie, c'est le début de l'idée, c'est l'ancêtre de l'idée. Mais il faut quand même une certaine structure. Je veux dire, quand on peut être très créatif, mais il y a besoin d'être structuré pour pouvoir contrôler l'avancement d'un projet, pour qu'il se fasse oui, mais ça, c'est de la gestion de façon de projet. cohérente. Ça, c'est encore autre chose, c'est de la gestion de projet. Vraiment, le sujet qui est trouver une stratégie, qui est, j'en sais rien, on lance une collection, qu'est-ce qu'on va raconter On a une nouvelle collection, on nous montre un design, etc. Ça s'appelle comment qu'est-ce que c'est l'histoire qu'est-ce qu'on va raconter sur quel argument on va se baser Ça, c'est de la stratégie pure de com. La stratégie, c'est créatif à ce moment-là. Parce se que poser la inventes, question, bien sûr. Il y a une part d'invention, il y a une part de... Donc, bien sûr, c'est fondé sur de l'analytique. Mais moi, j'ai toujours pensé que les gens qui étaient stratégiques, ils avaient une part de créativité. C'est comme si tu me disais, les maths, ça s'oppose à la philo. À la philo. Je crois que le niveau de philo à Polytechnique est super élevé. Et je crois savoir aussi que beaucoup de mathématiciens sont des bêtes en philo. Donc, en fait, je pense que c'est le monde scolaire, d'entreprise, qui cherche à mettre les choses dans des tiroirs. Et que, en fait, dans le fond, la stratégie doit être créative. En fait, être créatif, c'est penser différemment. C'est penser différemment, exactement. C'est faire des connexions qui sont différentes. Ça recouvre beaucoup de choses. La définition de ce que c'est que d'être créatif, c'est pas évident. Je trouve qu'il y a une forme de cohérence parce que de l'extérieur, moi je connais un peu l'univers, mais c'est important pour moi aussi de te poser les questions comme si je ne les connaissais pas pour pouvoir poser les bonnes questions. Mais si tu veux, de l'extérieur, on pense toujours que la communication, mais l'image, c'est pas forcément quelque chose de cohérent, c'est pas quelque chose de forcément stratégique. Donc c'est important aussi de dévoiler finalement que derrière c'est des réflexions, c'est pas qu'une idée. C'est pas l'exercice de coloriage. C'est pas un exercice exactement un exercice de coloriage. Chez Vuitton, tu arrives après Antoine Arnaud, il me semble. Ouais. Hein? Tu as la pub, le digital, les événements. Quelle a été ta plus grande peur d'arriver juste après lui comme ça? Écoute, j'avais tellement peur de absolument tout, pour te dire la vérité, que je ne sais pas dans quel ordre classer. Alors, arriver derrière Antoine Arnaud, certainement, c'était une grande peur. Parce que... Alors là, tu vois, justement, j'ai eu une peur d'ego. C'est que Antoine, avec Pietro Beccari, ils avaient développé une campagne qu'en interne, ils appelaient les Core Values, qui étaient ces campagnes avec Gorbatchev, qui racontaient des grandes trajectoires de vie. Puisque Louis Vuitton, l'âme du voyage, etc. Donc là, c'était le voyage d'une vie. Et j'avais une admiration folle pour cette campagne. Et donc, quand je suis arrivée, je crois que ce dont j'avais très peur, c'était faire moins bien. Tu as eu le syndrome de l'imposteur ? Sûrement. En plus, je venais d'agence de pub. Moi, j'avais jamais été dans une entreprise. Donc, c'est un choc culturel quand même. C'est très différent. Une agence de pub, c'est très particulier comme ambiance. Donc oui. J'ai l'impression que tout est nouveau pour toi. C'est que t'es chez l'annonceur, en plus t'arrives juste après Antoine Arnaud, qui était, oui, le directeur de la communication de Louis Vuitton, mais qui est aussi le fils du grand patron. Ouais, non, donc, c'est sûr. Et en plus, ça faisait 1 an qu'il était parti, donc en plus, c'était un peu le no man's land quand je suis arrivée. Donc, le poste était vacant. Et là, il se passe quoi en fait ? Tu te dis quoi à ce moment-là ? Tu dis bon, il faut que je sois à la hauteur. Il se passe quoi ? Après, j'ai un truc de caractère. Je pense que j'étais dans un mélange de terrorisée et excitée. Moi, j'adorais les compétitions où on fait des présentations sur lesquelles on joue tout, comme si on montait en scène. J'aimais ça. Il y a un côté ludique presque. Il y a un côté tournoi des 5 nations. Quoi. Est-ce que tu as là... alors, ça me rappelle une discussion que j'ai eue, que j'ai reçu le champion de tennis Fabrice Santoro. Et il me disait, quand il y a le risque d'échec, j'arrive à activer, en fait, me donner à fond pour réussir parce que finalement, je déteste perdre. Mais j'ai besoin de savoir qu'il y a un risque d'échec, sinon je m'ennuie. Et là, je ne l'aurais pas aussi bien dit, mais c'est à peu près ça, je pense. Et puis, on a l'impression qui est fausse, parce que là, c'est là qu'on est égocentrique, que tout le monde vous regarde parce que on se dit Louis Vuitton, tellement gros, tellement visible. Mais ça l'est. Oui, mais bon, les gens, ils continuent leur vie, donc ils sont pas toute la journée à regarder ce que vous faites. Donc, mais bon, peu importe. Et du coup, on se met une pression d'en faire. Et puis, mais c'est objectivement difficile. Je me souviens, un des trucs sur lequel je butais, qui est d'ailleurs complètement anodin par rapport à l'ampleur de la tâche, c'était
de mémoriser en fait tous les noms des gens que je croisais tellement l'échelle était énorme. Et t'as fait que j'arrêtais pas de rencontrer des gens de tous les... Bah non, j'avais 0 tips parce que je suis nulle en noms. En plus, moi, j'ai une mémoire qui est photographique et visuelle, donc je galérais. Et c'est vrai ça est-ce que tu trouves que c'est vrai de se rappeler toi qui es dans la communication est-ce que tu penses que c'est vrai le fait de se rappeler du nom de la personne, c'est très important parce que ça montre l'importance qu'elle a eu pour nous. En politique, ils se rappellent tous des prénoms de tout le monde. Ouais, je pense que c'est important pour le récepteur, pas forcément. Alors, pour reformuler ce que tu dis, je ne pense pas qu'on se souvient du nom nécessairement des gens qui sont importants pour nous. En revanche, les gens dont le nom est souvenu, eux se sentent importants. Oui, c'est ce que je voulais dire, tout à fait. Donc c'est ça C'était ça que nuance. je voulais. Ouais. Et donc là, tu dois retenir les noms des personnes, de toutes les personnes que tu croises parce que c'était horrible. J'étais complètement larguée. Enfin, limite, j'aurais dû faire, tu sais, comme dans les films d'espionnage, des trucs avec des fils, avec les têtes des gens et des noms. T'as des astuces quand tu te souviens pas du prénom de quelqu'un? Moi, on m'avait dit quand tu n'arrives pas à te souvenir le prénom d'une personne, d'une des deux personnes, tu dirais je vous laisse vous présenter. Oui, alors oui, c'est ça. Ouais, je faisais des trucs comme ça. Je crois qu'on a tous les mêmes. Hein. Tu fais des périphrases parce qu'en plus, on t'a quand même appris dans ton éducation, tu dis pas il ou elle devant les gens. Donc du coup, t'es quand même pas bien. Donc tu fais des phrases alambiquées. Bon, après, moi, je suis plutôt un tempérament spontané. Donc il n'est pas rare que je dise je suis absolument désolée, mais j'ai oublié ton vrai nom. Parce qu'en général, moi, quand je rencontre les gens, c'est pas l'audio que je stimule, c'est le regard des gens. Voilà, je les regarde, mais c'est pas nécessairement au même moment. S'ils sont en train de se présenter, je suis dans l'image, je suis pas dans le son, et du coup, bim, j'ai raté l'info. Et après, je rame. Et après, il y a des trucs... là, ça me vient pas, mais il y a quand même des manières de faire répéter ou alors j'attendais que quelqu'un prononce le prénom en question, etc. Enfin, bon, bref. Tu arrives chez Vuitton, tu dis, j'arrive, il faut que je me dise, je me mets la pression, il faut que je sois à la hauteur. J'ai l'impression que tout le monde me regarde. Il faut que tu rencontres plein de gens, il faut que tu te souviennes les prénoms de tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? À quel moment je pense que c'est là que l'adrénaline opère. D'accord. C'est-à-dire que mon frère, à l'époque, m'avait dit « Cette maison est tellement ambitieuse et grande, il faut que tu partes du principe que tu ne réfléchiras jamais assez grand. Donc, il faut que tu fasses switcher ton cerveau dans un mode où, en général, quand on travaille, on est toujours dans « Ah oui, mais non, ça va coûter trop cher. Ah oui, mais non, ça, c'est impossible. » Et là, ça m'a vachement aidé cette phrase, parce que j'arrêtais pas de me dire... Il vient de l'univers du luxe, tout est possible. Frère. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Ok, il est financier, donc voilà, comme quoi les financiers. Exactement. Il fait des très belles photos. Voilà. Encore un exemple. Encore un exemple. Une idée reçue. Exactement. Et cette phrase, elle m'a aidée parce que à chaque fois que je pensais à des trucs, je me disais est-ce que c'est assez ambitieux? Est-ce que de moi-même, j'ai pas tendance à réduire la voilure trop prématurément, etc. Et donc voilà, quand tout est possible. Bon, puis après, c'est comme tout dans la vie, c'est-à-dire que il suffit... Alors, j'ai peu de chance en l'occurrence parce que la première campagne que j'ai présentée, c'était un ratage épouvantable. C'est ma question d'après. J'allais te demander, est-ce qu'il y a une campagne que tu as portée et qui n'a pas eu les résultats espérés? Alors, celle-ci, elle n'a même pas eu de résultat. Enfin, elle a eu un résultat qui est qu'elle n'a pas été acceptée. Du coup, elle n'est jamais sortie. Donc, on n'en verra pas les résultats. Mais c'est le premier truc que j'ai présenté. Et donc, j'étais complètement dévastée, évidemment. Parce que je venais d'arriver, que ça commençait pas très bien. Mais après, j'ai construit des succès, et puis les succès vous renforcent, ça vous fait dire que vous êtes sur la bonne voie, quoi. Qu'est-ce que tu en as tiré justement de cette première campagne qui aboutit pas? En fait, l'erreur que j'avais faite, qui est vraiment une erreur de débutant, j'ai fait ce qu'on m'a demandé, alors que j'aurais dû interpréter, qu'on me demandait quelque chose, mais qu'il fallait que je trouve la solution qui réellement répondait aux problèmes. Les problèmes de création, c'est en général, si on prend une campagne, vous allez avoir un boss qui va vous dire il me faut, je sais pas quoi, une fille plus jeune. Et en fait, quand il dit ça, c'est l'objectif qui est derrière qui est intéressant. Pourquoi il veut une fille plus jeune et qu'est-ce qu'il cherche à travers une fille plus jeune? Si vous arrivez avec une fille plus jeune, mais que ce qu'il cherchait, c'était de la fraîcheur et que la fille jeune, elle n'est pas fraîche du tout, ça va pas lui apporter la fraîcheur, il va se dire c'est nul. Et là, vous dites, je comprends pas. Tu m'avais demandé une fille plus jeune. Et donc, tu dois comprendre l'interprétation de... C'est ça. C'est pour ça que la stratégie, c'est créatif. C'est qu'à un moment, c'est aussi interpréter ce qu'on dit, trouver soi-même le chemin de la solution.
Et est-ce que tu demandes à ce qu'on reformule, tu vois, le fait de dire trouve-moi, j'ai besoin de quelqu'un de plus jeune, comment tu fais pour comprendre qu'en fait que ce qu'il cherchait, c'est la fraîcheur. C'est un exemple exagéré, hein, parce que c'est rare qu'un président vous demande des choses sur ces termes-là. Mais je peux pas donner vraiment des exemples confidentiels, mais non, je me débrouille. Enfin, en fait, les gens sont pas là pour ça, quoi. C'est mon job, justement. Mon job, c'est interprète. C'est de deviner, finalement. Oui, ou d'interpréter plus que de deviner. Est-ce que tu t'es déjà sentie à côté et pas comprise dans ta vision? Oh, 1000 fois. Est-ce que tu as un exemple, peut-être pas confidentiel, à partager? Si, je pense que je peux le raconter. Comme Cartier fait de l'horlogerie, entre autres, je trouvais que c'était important que Cartier exprime sa vision du rapport au temps. Et puis, par ailleurs, moi, je trouve que dans notre société, le temps et le rapport que les gens ont au temps est particulièrement malade. Et que, donc, c'est un sujet intéressant sur lequel s'exprimer et prendre position. Donc tout ça mis bout à bout, j'ai réfléchi à une idée et mon idée c'était que c'est du Albert Einstein de Café du Commerce. Le temps c'est super relatif, c'est-à-dire 1 minute, ça peut être 1 minute d'attente, ça paraît une éternité, enfin c'est une banalité de dire ça. Si on est bloqué dans un ascenseur pendant 1 minute, on aura l'impression que c'est 1 heure. 1 minute de passion, ça passe en 2 secondes, etc., etc. Et donc je me dis tiens, je vais faire ça, je vais interroger les gens en leur resoumettant cette idée que le temps est relatif et que c'est quelque chose à choyer pour les pousser à interroger leur propre rapport au temps. Et on a fait un truc que personnellement j'aime énormément, qui est presque une capsule artistique qu'on a filmé avec Jack Gyllenhaal, qui était un ambassadeur de la maison, enfin, qui est toujours un ambassadeur de la maison. Voilà, on a monté ça en noir et blanc, comme si c'était une scène de théâtre, etc. Et c'est 12 épisodes, comme 12 heures, 12 façons différentes de remplir 1 minute. Ce truc-là me tenait à cœur, incroyablement. J'avais vu une conférence sur le rapport au temps, qui était un truc de philo, et ça m'avait complètement marqué, et ça m'avait, propre à moi, interrogé sur mon rapport au temps. Et je m'étais dit, c'est intéressant dans le monde d'aujourd'hui de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait de son temps, comment on remplit ses minutes, est-ce qu'on sait étirer les secondes, etc. Et donc, comme ce truc me passionnait, j'avais l'impression que ça devait passionner la Terre entière. Il fallait le transmettre. Et en plus, alors, à nos clients, et je trouvais que c'était intéressant pour Cartier, par ailleurs, de faire ça. Bon, et j'avoue que j'ai été relativement incomprise sur ce truc. Il est sorti, mais on n'a pas du tout mis de moyens médias pour une grande visibilité, quoi. Alors, j'étais un petit peu déçue, j'avoue. Je me suis sentie un peu incomprise. À la fois incomprise et en même temps heureuse qu'on m'ait quand même donné les moyens de le faire et de le publier. Ça a été publié sur Instagram, sur le site internet, etc. Et d'ailleurs, comme je mets toute mon âme dans ce que je fais, derrière, j'ai regardé les commentaires des gens et ça m'a fait plaisir parce que c'était du coup un public plus restreint que si ça avait été une grande campagne média. De budget. Mais l'audience, on va dire, les gens qui ont pris la peine de regarder, qui ont pris le temps précisément de regarder, j'ai l'impression qu'ils ont capté ce que je voulais leur dire. Tu penses que c'était parce qu'il y avait un côté un peu intellectuel et que forcément ceux qui vont capter, il faut qu'ils aient quand même ce côté un peu plus philosophique et intellectuel du temps pour le comprendre? Tu regarderas, tu me diras ce que t'en penses. Mais moi, je trouvais pas ça tellement intello, mais peut-être, je sais pas. Il y a eu des virages forts, les séries avec Guesquière, Cartier sur TikTok, Love is All. Est-ce qu'il a fallu se battre en interne? Alors, ça dépend, pas toujours. Et heureusement, pas contre tout le monde. Voilà, c'est comme dans les familles, quoi. C'est comme un tout collectif. Il y a des gens qui ont des avis. Alors, se battre, je ne sais pas si j'aime le mot battre. Influencer. Il faut convaincre, il faut influencer, il faut séduire, il faut... C'est quoi les pouvoirs d'influence, justement, dans une marque comme Louis Vuitton ou Cartier? Alors, en parlant de finances, on peut parler de pouvoir d'influence. Enfin, il y en a pas mal. Il y a la rareté, c'est un pouvoir d'influence. Qu'est-ce qu'on peut utiliser justement? Mais quand je parle d'influence, je le parle d'un point de vue positif. On parle pas de manipulation négative, mais pour pouvoir justement
se battre, influencer pour que le projet existe, quelles sont les armes? Alors, je suis C'est la petite souris qui rentre là. Je suis une très mauvaise personne pour donner des conseils là-dessus parce que je suis vraiment pas, comme on dit, politique. D'accord. Et donc, j'ai jamais été la reine du pouvoir d'influence. D'ailleurs, peut-être j'aurais dû l'être beaucoup plus. Mais bon, comment tu as fait alors justement pour défendre tes idées si t'es pas dans la politique? Alors, je le suis quand même comme tout le monde. Un petit peu. Voilà, être politique. Après, effectivement, c'est le mot négatif. Mais le mot positif, c'est aussi se dire faut tenir compte des avis des gens. Enfin, on n'est pas tout seul dans une boîte, et heureusement. Je sais pas. À mon avis, les gens disent de moi que j'ai un grand pouvoir de conviction. Okay. Donc, je pense que quand je crois à quelque chose... Tu lâches pas? Je pense que les gens voient, on parlait tout début de notre discussion de sincérité, je pense qu'ils voient à quel point c'est important pour moi, à quel point j'y crois, à quel point ça a l'air crucial et vital. Et voilà, et parfois d'ailleurs je sais que je peux irriter les gens parce que je peux donner l'impression d'être presque trop vive en fait. Mais c'est juste parce que... Tu es portée. Je suis portée par le truc et j'ai envie que les gens soient portés par le truc. Et effectivement, j'ai tendance à penser, quand je pense qu'un truc est super, que tout le monde va le trouver super. Et je suis indignée que les gens ne le trouvent pas super. Bon, mais voilà, c'est mon mode de fonctionnement, quoi. Comment tu gères la peur de casser justement le cadre dans un univers aussi codifié? Tu vois, quand je te parlais des campagnes, des grandes campagnes de quartier sur TikTok, Love is All, etc. Comment ça s'est passé en fait derrière? En fait, c'est là où on rejoint le sujet d'architecture. C'est que on casse pas. Okay. On assouplit, on pousse les murs, on arrondit les angles. En fait, moi, quand je dis que je suis architecte de marque, c'est que je pense que on se dit pas tiens, on va raser la maison, on passe un coup de pelleteuse et puis on va reconstruire autre chose. On se dit tiens, y a des fondations qui sont pas mal. En revanche, y a pas de lumière, faut élargir les fenêtres. Et puis une fois qu'on a fait ça, et si on faisait une terrasse, ça serait quand même super. Petit à petit, on fait évoluer. Moi, quand je suis arrivée chez Cartier, la maison était les campagnes de pub. Il y avait que des produits, il y avait pas du tout d'incarnation. Il y avait beaucoup de vaches sacrées, quoi. C'était très traditionnel dans ses codes. Aussi parce que c'était accompagné, le fait que cette maison a grandi considérablement dans cette période où je l'ai accompagnée. Et du coup, j'avais envie de la sortir de ses carcans. Mais en fait, c'est petit à petit qu'on fait les choses. Je disais avec le directeur qui bossait avec moi sur les vitrines, comme on a commencé le processus un peu plus tard, il était très impatient au début. Je lui disais tout le temps, tu sais, regarde, le chemin qu'on a fait sur le digital ou sur la pub, ça s'est pas fait en quelques mois. Tu peux pas. Enfin, je pense que c'est compliqué à nouveau parce que les marques de luxe sont à la fois des marques d'innovation et de disruption, mais sont aussi héritières d'une histoire. Donc, on n'est pas dans casser. On est dans prolonger. Donc, j'ai l'impression, et j'espère, pas avoir trahi d'où elle venait, mais en apportant quand même des choses fondamentalement différentes. C'est très intéressant ce que tu dis, et je rebondis dessus. En fait, de ce que j'entends, pour moi, c'est une forme d'influence, cette cohérence. C'est-à-dire, forcément, quand on fait les choses petit à petit, c'est là où on commence en fait à pouvoir créer du changement. Donc c'est une forme d'influence de se dire je vais pas tout venir casser et tout réinventer. Là ça passe pas, les gens ils ont besoin aussi qu'on y aille step by step, de pas leur faire peur, et donc c'est une forme d'influence pour faire passer finalement ces idées. Oui, puis de toute façon peut-être de façon inconsciente. Après c'est très différent, c'est très différent chez Cartier et chez Vuitton par exemple, parce que c'est des cultures d'entreprise qui sont très différentes. Déjà parce que la mode, c'est par définition un process disruptif. Il y a des collections tout le temps et ça change et il y a un devoir de changement, donc c'est pas du tout la même logique. Donc là, la rupture quelque part est plus acceptable. C'est pas les mêmes logiques et c'est pas les mêmes cultures de boîte du coup. Tu as déjà dit que tu aimais les profils Sciences Po pour leur justesse. Tu dis ça ? J'ai trouvé ça. Écoute, quand j'ai fait mes recherches, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que tu le penses ? Ouais. Ok. Est-ce qu'être une femme intellectuelle dans le luxe, ça a un prix ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire d'être justement dans ce côté intellectuel, Sciences Po, cohérent, assez juste, d'être dans l'intellect, d'être dans le luxe. Est-ce que ça coûte quelque chose ? Je sais pas, parce qu'en fait, moi, je suis pas communautaire comme fille, donc je cherche pas à être dans un environnement de look-alike. Donc effectivement, c'est pas les profils les plus répandus. Sincèrement, je peux pas dire que j'ai eu l'impression de souffrir de ça. J'aime bien, moi, travailler avec des gens qui sont différents.
J'aime bien la différence en général. Donc, non, ça me dérange. Je ne peux pas dire qu'il y a un prix. En tout cas, pas plus que le prix d'être une femme dans le travail en général, dans la vie d'entreprise. Et là, on est loin de la généralité. Et si on va dans cette généralité, est-ce que... Évidemment qu'il y a un prix. Pour combien d'années encore, je ne sais pas, mais évidemment qu'il y a un prix. Qu'est-ce que tu as pu observer, justement? Tu en viens à ce sujet, mais qui est aussi important pour moi aussi. Non, mais je pense que le prix des femmes qui travaillent, c'est... Alors, les choses changent, hein, elles évoluent positivement. Mais voilà, moi, j'ai voyagé énormément. Quand on a des enfants, c'est quand même compliqué. Enfin, moi, j'en ai qu'un, mais enfin, bon, un ou deux, c'est pareil, pour le coup. C'est pareil, tout à fait. Voilà, c'est compliqué. C'est des sacrifices de vie privée, mais qui ont toujours été le cas aussi pour les hommes. Hein, si ce n'est que, même si les choses évoluent pendant longtemps, quand même, il y a un certain nombre de tâches qui incombent. Et puis voilà, et puis je pense que c'est des sacrifices. Mais bon, oui, enfin après, ça dépend. Tout est très lié aussi aux gens. Paradoxalement, la mode, c'est aussi un endroit où il y a beaucoup de femmes. Hein, donc... Et beaucoup de femmes dans des hautes fonctions. Dans des hautes fonctions. Est-ce que les femmes, justement, dans des hautes fonctions, dans le milieu du luxe, est-ce que tu penses qu'elles ont dû sacrifier quand même une partie de leur famille? Oui, mais comme les hommes, en fait. Sauf que la femme la femme porte la culpabilité. Bon, je pense probablement on porte une culpabilité différente. Peut-être qu'on en souffre différemment, et encore à nouveau les généralités c'est jamais subtil, donc il y a plein de mecs qui vont écouter et qui vont dire ouais mais moi quand je pars en voyage je suis dégoûtée de pas voir mes enfants, et ils ont raison. Donc je pense que voilà, en vrai c'est la philosophie de la vie, quand on fait quelque chose il y a toujours un prix quelque part, un effet secondaire, et voilà, donc c'est le prix à payer d'un gros job à responsabilité, c'est beaucoup d'heures. Et par définition, comme les journées ne font que 24 heures, a priori, même si on voyage beaucoup, on gratte pas tant que ça des heures. Et donc, ce qu'on donne pas d'un côté, on le perd de l'autre. Donc, c'est ça les arbitrages. Et je crois que c'est vrai pour tout le monde. Clairement. Chez Cartier, tu as réussi à faire vivre des icônes comme Trinity. Comment on redonne de la désirabilité à des objets connus? Ah, ça c'est très intéressant. Comment on donne de la désirabilité? Eh ben... en faisant en sorte de les faire revoir avec des yeux nouveaux. Parce qu'effectivement, cette bague, on a l'impression de l'avoir... depuis toujours, moi je l'ai... Depuis que je suis toute petite, je la connais. Elle fait partie du patrimoine culturel, c'est une icône. D'abord, moi ce qui m'intéresse, et chez Cartier, ce qui m'intéressait toujours, c'est le design des produits. Parce que c'est une maison qui a des designs très forts. Et donc, quand je cherchais une idée en com, je partais toujours du design. Okay. Et donc, là, ce qui était intéressant sur Trinity, c'était le fait que ces 3 anneaux entrelacés, qui, à travers l'histoire, on leur a donné plein de justifications, parce que la joaillerie aime bien être un peu symbolique et superstitieuse. Donc, c'est un anneau pour la fidélité, un anneau pour ci, un anneau pour ça. Il y a eu plein d'interprétations différentes. Il y a la fameuse phrase de Jean Cocteau qui disait « un anneau pour moi, un anneau pour toi, un anneau pour notre amour », qui est quand même probablement la meilleure. Évidemment, c'est Jean Cocteau. Et du coup, je suis repartie de ce design. Et moi, ce que ça m'a inspiré, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'historiquement, le mélange de ces 3 couleurs d'or, c'est quelque chose qui ne se faisait pas tant que ça et qui n'était pas très accepté à l'époque, en tout cas qui n'était pas usuel comme mélange coloriel. Et rien ne l'était. Cette bague, par ailleurs, avec ses anneaux qui bougent, c'est un design hyper intéressant, et en même temps, il y a quelque chose de presque pas fini, parce qu'en fait, ça bouge, c'est pas un design qui a l'air stable. Et donc, voilà, je me suis dit, 100 ans, ça sent pas la jeunesse et la fraîcheur. Comment est-ce qu'on peut donner envie à des jeunes de porter cette bague? Enfin, cette bague, d'ailleurs, c'est pas que des bagues, des colliers, etc. Il y a des bracelets. Voilà. C'est peut-être en leur montrant que les valeurs que depuis 100 ans sont défendues dans Trinity, c'est des valeurs qui leur parlent. Et donc, on est parti sur l'idée avec mon équipe. En fait, c'est une sorte de manifeste d'engagement de Cartier pour l'amour de la diversité. La diversité de toutes les couleurs, de tous les amours, de tout. Et donc, c'est une espèce de manifeste de tolérance, finalement, d'engagement, d'encouragement à embrasser toutes les formes d'amour possibles.
et ce qui est très contemporain. Et puis voilà. Et puis donc voilà, c'est Donc comme ça qu'on travaille. l'objet ne change pas. C'est l'histoire que tu racontes autour de l'objet qui peut recréer de la désirabilité, parce qu'on a aussi l'idée reçue. Enfin, c'est même non. En fait, j'ai même envie de dire c'est scientifique. C'est que le cerveau a besoin de nouveautés pour être dans un processus de désirabilité. Et de se dire, c'est à la question. Donc l'objet, on peut rester sur un même objet qui existe depuis 100 ans. C'est la façon dont on le regarde. C'est ça, exactement. Ok, très clair, merci. Le film avec Deneuve et Malek, la chorale Love Is All, que j'ai revu d'ailleurs hier, je trouve magnifique. C'est quoi ta grille de décision pour valider une idée? Qu'est-ce qui te fait dire oui ou non? Il faut que ça ait du sens. Il faut que ça soit inédit. Que ça ne ressemble pas à quelque chose qu'on a déjà vu. Ni chez nous, ni chez les autres. Et il faut que ça soit propice à être esthétiquement intéressant. Love Is All, c'était avec Lily Collins. Dans Love Is All, il y a tout le monde, en fait. Il y a Monica Bellucci, il y a Golshifteh Farahani, Oui, il y a Troye Sivan, il y a... En fait, c'était une sortie de Covid. Et le monde avait besoin de se retrouver, de se rassembler. C'était Noël qui est le moment du rassemblement. Et nous, comme Cartier fait beaucoup d'événements dans lesquels on partage avec nos amis, etc., des grands moments artistiques, culturels. On n'avait pas fait tout ça avec le lockdown. Et donc, l'idée, c'était de partager à l'unisson un moment savoureux de partage. Avec toutes ces célébrités, comme si quelque part ils étaient tous à table ensemble, et de les faire sortir de leur boîte, puisqu'ils étaient au départ comme, vous savez, ces écrans de Zoom là où chacun est dans sa boîte. Donc au départ, symboliquement, c'est parti de ça. Ils étaient chacun dans leur boîte. Et puis finalement, il y en a un qui a les murs qui tombent, l'autre qui escalade, etc. Et à la fin, ils se retrouvent tous ensemble. Elle était magnifique. Elle a cartonné cette campagne. Cartonné, ouais. Est-ce que tu es obsédée par la cohérence de marque? Obsédée. C'est quoi pour toi une dissonance rédhibitoire? Oh là là, mais il y en a plein. Parce qu'en fait, c'est plus les conditions de la cohérence. Et le fond et la forme doivent être dans le jardin, dans le langage de la maison. Et le langage de la maison, il est subtil. Parce que c'est à la fois le fond, la forme, c'est un certain vocabulaire esthétique, c'est des codes, c'est beaucoup de choses. J'ai beaucoup bossé pour expliquer justement que ce langage... C'est la deuxième fois que nous citons Yorgo dans cette rencontre. Non, mais Yorgo, j'aime bien parce qu'il dit, et j'adhère totalement à ce point de vue, il dit le logo, c'est une science, ou l'identité visuelle, c'est une science. Et j'aime bien parce que justement, il prend le contre-pied on trouve un logo en griffonnant sur une page. Mais en fait, ça, c'est très réfléchi. Ce qu'il explique derrière, c'est que c'est très réfléchi. Et donc, c'est pareil pour le vocabulaire de communication, le vocabulaire esthétique de la maison. Ça se réfléchit, quoi. C'est pas, à nouveau, c'est pas du coloriage, c'est pas de la déco. Tout a un sens. Et dans le luxe, tout a un sens parce qu'on n'énonce pas beaucoup de choses. L'équivalent du claim publicitaire, de la crush qu'on peut trouver pour un soda ou je sais pas quoi, généralement, dans le luxe, il n'est pas énoncé. Donc, tout communique, tout parle. Le choix des gens, la lumière, les cadrages, ça crée un univers. Mais c'est ça qui est super. C'est là où on rejoint encore l'architecture. C'est créer un espace, créer un espace imaginaire dans lequel évolue cette marque. Est-ce que tu penses qu'on peut ou qu'on doit faire passer des messages politiques à travers une marque? Ça dépend ce qu'on met derrière le mot politique. Si on se dit que la politique, c'est vivre en société, faire société, oui. Et je pense surtout que les marques, à nouveau, c'est comme des individus, c'est un collectif d'individus qui forment un individu virtuel. Et donc, je pense que c'est difficile de vivre en société sans... Tout est politique, en réalité. La façon dont on traite l'autre, c'est politique. La façon dont on se comporte vis-à-vis de l'environnement, c'est politique. C'est pas juste voter, d'être politique, c'est pas juste émettre des points de vue dans une urne. Donc, oui, à nouveau, puisqu'on transmet une vision du monde, puisqu'on peut dire des choses aux gens à travers les campagnes. Après,
là où ça se complique, c'est quand prendre position sur des conflits, par exemple. Je crois pas que ça soit la place des marques. Mais il y en a qui le font, qui l'ont fait. Ouais, mais je crois que... Tu penses que... Je pense pas que ça soit l'espace des marques. Je trouve qu'on vit dans un monde... Pour toi, c'est pas cohérent, justement, de... je trouve ça même surtout pas très décent, quoi. Je trouve ça surtout pas très chic. Enfin, pas très chic, c'est vraiment pas le mot. Moi je comprends quand tu dis. Moi je comprends quand tu dis chic. C'est pas très digne, surtout parce que c'est comme parfois, je sais pas, justement, il y a des gens qui passent à la télé ou à la radio et qui n'ont pas spécialement de compétences dans des domaines, et on leur pose la question, puisque maintenant on demande aux gens tout sur tout. Et tout le monde sait tout. Et ils se croient, ou ils s'imaginent, ou ils se sentent obligés peut-être de répondre quelque chose. Mais tout le monde n'est pas compétent pour parler de tout et n'importe quoi. Donc après, tout le monde a un point de vue à nouveau, puisqu'on est tous politiques. Mais tout à fait. Voilà. Donc non, je crois que l'espace commercial, c'est pas l'espace politique à nouveau. Et surtout dans les sujets qui sont les sujets sensibles, les conflits, les sujets les sujets de religion. Je pense que c'est pas du tout la place des marques. C'est pas l'espace commercial, quoi. C'est pas l'espace commercial parce que ça rassemble pas. C'est pas que ça, en fait. C'est que le business, le commerce, c'est autre chose que la religion. Donc ça se mélange pas, quoi. Enfin, c'est pas le job des marques d'aller parler de ça. Et à ton avis, pourquoi certains le font ? Est-ce que c'est par opportunisme commercial que certaines marques peuvent le faire ? Ouais, alors de moins en moins, parce que celles qu'ils font en général, ça leur ramène pas que des clients. Non, parce que de toute façon la roue tourne sur les points de vue, mais en fait même ça c'est un peu cynique de se dire oh là là, est-ce que je suis du bon côté du point de vue, est-ce que ça va me ramener C'est pas des élections une marque, quoi. Ça n'a rien à voir avec ça. Nous on est là, surtout les marques de luxe, on est là pour faire oublier aux gens tout ce qu'ils entendent d'affreux à la radio toute la journée. On n'est pas là pour apporter du beau. Voilà. Alors après c'est politique dans la société, l'entreprise est politique parce que voilà, l'environnement, vous pouvez décider ou pas de contribuer positivement. Cartier, par exemple, est très engagé sur le pouvoir des femmes et la liberté pour les femmes, notamment en soutenant les Women's Initiatives, qui sont un programme d'aide à la création d'entreprises pour des femmes, ou le Women's Pavilion à l'Expo universelle, qui cherche à donner aux femmes, mais de la même façon, en soi c'est politique, mais on rentre pas dans la politique non plus. Enfin je dis soutien, c'est en soutien. Tu le vois comme une responsabilité ? Je le vois surtout comme bien savoir rester à sa place, c'est-à-dire ne pas donner des leçons aux gens, ne pas s'engager à des endroits qui sont pas propices. C'est-à-dire que voilà, on peut soutenir une cause, donner des moyens, encourager des gens, etc., sans forcément prendre des positions voilà, sur des sujets sur lesquels il n'est pas simple de prendre position. Les marques, c'est pas non plus un espace. L'espace d'expression des marques, c'est pas toujours un espace dans lequel il y a beaucoup d'espace pour être subtil. Mais pourquoi certaines le font ? Parce qu'il y a une stratégie derrière, ou c'est vraiment parce que... Je pense qu'elles se sentent obligées de le faire. Je pense qu'il y a probablement une part un peu d'opportunisme. Et quand tu dis sentent obligés, c'est qui se sent obligé de le faire, la direction artistique ou c'est le PDG de la marque qui décide de... Selon, c'est pas toujours selon... Ok. Voilà, et puis après, ça c'est des débats, c'est beaucoup des débats qu'il y a dans les maisons de luxe, en l'occurrence, quand il se passe des choses politiques sur lesquelles tous les réseaux sociaux réagissent, les marques se posent la question, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas, comment je réagis, etc. De manière générale quand même, en tout cas dans le monde du luxe, les marques, elles réagissent vraiment d'une façon très corporate, comme on dit, à savoir un peu neutre, en tout cas... Voilà, dire ce drame qui est arrivé ou whatever ne nous laisse pas indifférents. C'est pour ça qu'on s'exprime. Mais en gros, il n'y a pas de prise de position réelle, vous voyez. Aussi parce que c'est plus dangereux qu'autre chose de prendre des positions. Et dans le luxe, toutes les marques ont pris des positions un peu radicales. Ça les a pas... Ça a coûté cher. Ouais. Ok. Et tu penses que c'est pas que commercial. Donc tu penses que c'est... Je crois pas que ce soit un bon calcul commercial, si c'est commercial. C'est pas un bon calcul. Mais non, je pense que les gens peuvent pas s'empêcher. Et puis après, les gens qui ont des convictions, ils ont envie de les mettre partout. Ils ont besoin de les transmettre. Ouais, c'est ça.
Quel est le meilleur conseil que tu as reçu? Si tu devais en donner un. Have fun. Je pense que c'est une chance de faire des métiers comme ça et que, en fait, il faut savoir s'en rendre compte parce que c'est des métiers de conteurs d'histoire, parce qu'on a des moyens et qu'on a que des gens en général quand même relativement sympathiques, cultivés. Et ce que je trouve le plus dommage, c'est des gens qui se prennent trop au sérieux et qui profitent pas assez de ce qu'ils font. Alors que c'est une chance inouïe de faire ça. Voilà. Donc faites-vous plaisir et have fun. C'est une bonne... Quels sont tes projets? Alors, mes projets... tes envies, tes projets. Donc là, j'ai remonté mon studio créa et strat perso, donc s'appelle Egg, pour 2 raisons. D'abord, Egg comme un œuf. Comme un œuf. Alors, pour 2 raisons. D'abord, parce que ça veut dire œuf, et que je trouve que l'œuf est une très belle symbolique pour dire la créativité. Hein, c'est quand même une gestation. Et aussi parce que ça, voilà, comme je suis très sensible au design, je trouve que ça symbolise une forme de simplicité, de perfection de la forme, etc., que je cherche toujours à atteindre, donc c'est une espèce d'objectif. Et puis enfin, parce que j'adore les œufs et que je trouve qu'ils ont une qualité extraordinaire, c'est qu'ils sont extrêmement versatiles. Et c'est ce que j'essaye de faire aussi dans ma créativité. Donc voilà. Et puis il se trouve que Emmanuel Guillon, mon mari s'appelle Garnier, donc ça fait Egg et que c'était un surnom qu'on m'avait donné. Quelle chance. C'est super quand donc, c'est en fait, cohérent. C'est bien cohérent. Voilà, tu vois, c'est une idée créative. Et donc, ça y est, donc ça y est, je l'ai créé. Donc, comment on peut te contacter donc, c'est pour, j'imagine, pour les marques. Quelle est ta cible? Alors, ma cible, j'ai pas de cible, venez à moi. Okay. Non, ma spécialité, donc c'est, tout le monde l'aura compris, pour ceux qui sont encore là, architecte de marque. Je fais de l'accompagnement, je fais des plateformes de marque, de l'accompagnement créatif. Enfin, voilà, plein de choses, tout ce que j'ai raconté. Et puis, je suis joignable sur Instagram. Hein, je ne vais pas donner mon numéro. Mais, donc, sous Egg ou Emmanuel Guillon sur Instagram? Sur Egg. Sur Egg. Egg Studio. Egg Studio. Et voilà, on a compris que l'image, c'est pas qu'une question de goût. Hein. C'est une vision, c'est aussi une affaire de clarté, de vision, mais aussi de courage créatif. Emmanuel, c'est ma dernière question et c'est un rituel dans Skills. La qualité appelle la qualité. Qui aimerais-tu entendre et qui voudrais-tu parrainer dans Skills? Quelqu'un qui a justement un talent, toi qui parlais d'admiration au départ, pour qui aurais-tu, tu vois, de l'admiration et qui aime transmettre? Parce que mes invités, c'est des personnes qui sont là vraiment parce qu'elles ont l'envie et qui éprouvent du plaisir à transmettre. Et Yorgo Tloupas, qui est passé dans Skills, avait parrainé et recommandé Emmanuel. J'aimerais... Merci Yorgo. Mon amie Vanessa Bomberger. Je ne vais pas poser la question, hein, mais qui est écrivain. Et c'est encore un autre univers. J'ai interviewé Yasmina Kadra, je ne sais pas si tu connais, donc moi j'aime bien aussi. Vanessa. Mais justement, j'aime bien avoir justement cette diversité de... Elle aime bien transmettre, elle fait des trucs dans des écoles, dans des prisons, donc je pense que ça peut être une bonne, elle parle très bien. Et je trouve que voilà, le process créatif d'écrire, c'est intéressant. Donc si ça t'intéresse, c'est Vanessa Bomberger. Bon, super. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça, tout ce que d'habitude on ne voit pas. Alors merci beaucoup Emmanuel d'avoir été avec moi et avec nous pendant cette heure. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.